Les jeunes à nouveau dans la rue aujourd'hui aux côtés des syndicats. Mobilisation contre cette loi El Khomri, la loi travail. Agathe Cagé, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du think tank Carte sur table. Expliquez-nous, think tank. C'est un think tank donc, qui réunit des contributeurs jeunes et qui s'intéresse à l'avenir des jeunes. C'est un think tank qui réunit des contributeurs qui ont entre 20 à 35 ans, qui s'intéressent à tous les sujets de société, que ce soit les questions de transition écologique, les questions de santé, les questions d'emploi, les questions internationales également. Donc des questions qui, de toute façon, intéressent les jeunes, car par définition, tous les sujets de société intéressent les jeunes. Cette mobilisation qui dure maintenant depuis un mois, des lycéens, des étudiants dans la rue contre cette loi travail, elle semble avoir surpris le gouvernement au départ. Il aurait pu tout de même s'y attendre. Je pense que c'est intéressant de s'intéresser au sens de cette mobilisation chez les lycéens et chez les étudiants. On a beaucoup fait le parallèle entre cette mobilisation et les mobilisations de 2006 contre le contrat. CPE, il y a 10 ans tout juste. Il y a 10 ans tout juste, le CPE qui avait mis massivement et pendant une période assez longue les lycéens et les étudiants dans la rue. Mais je pense qu'il y a une différence majeure. Au moment de la mobilisation contre le CPE, les étudiants et les lycéens se mobilisaient contre une mesure qui les visait directement. Ils se mobilisaient d'une certaine manière, certes sur une question d'emploi, mais qui pouvait être considérée comme une politique de jeunesse. Aujourd'hui, vous avez une mobilisation des jeunes contre une politique qui les concerne, mais comme elle concerne tous les citoyens. Parce que le sujet loi travail, ce n'est pas un sujet oui, ça ne concerne pas plus les jeunes que les autres citoyens. On va essayer de comprendre justement quelles sont leurs motivations. On va regarder d'abord ce reportage. À Paris, une trentaine de lycées avaient été fermés à un titre préventif. Les syndicats lycéens étudiants, donc toujours très mobilisés. On va regarder ce reportage à présent tourné à Rennes, où se trouvaient ce matin Marie Croxel et Pauline Juvigny. À l'université de Rennes 2, les premiers étudiants sont arrivés dès 6 h ce matin pour mettre en œuvre le blocus voté en Assemblée générale. Des jeunes très motivés par cette nouvelle journée d'action. Nous, ce qu'on veut, c'est le retrait total de ce projet de loi-là. On a un gouvernement qui est un peu jusqu'au boutiste. Il y a des mobilisations depuis plusieurs semaines qui ne veut rien céder. Nous, on continuera à se mobiliser jusqu'à temps qu'on obtienne ce retrait. Des établissements voisins arrivent bientôt les premiers cortèges de lycéens. De la loi travail, tous dressent le même tableau. Ce qui est dit dans cette loi va juste nous empêcher de trouver du travail, ça va être horrible. Encore plus de précarité et le patronat avec encore plus de flexibilité, ça marche pas. Cette fois, la jeunesse ne bat pas le pavé seul. Les syndicats contestataires, CGT, FO, Solidaires, FSU, jettent leurs forces dans la bataille pour obtenir le retrait de la loi. On est tous concernés par ce qu'est en train de faire le gouvernement Hollande, qui est complètement au service des patrons. Et aussi bien les jeunes que les salariés, que toutes les catégories de travailleurs sont attaqués à la fois par le patronat et par le gouvernement à son service. Après la manifestation, les jeunes ont prévu d'occuper pacifiquement la place du Parlement. Une initiative qui fait craindre d'éventuels débordements. Une loi qui veut nous empêcher de trouver du travail, Agathe Cagé. Ça peut surprendre comme slogan. Je pense que ce que ça dit d'abord comme slogan, c'est la volonté des jeunes de penser leur insertion dans la société, qui est d'abord une insertion professionnelle. Et c'est vrai qu'il y a une vraie problématique pour les personnes qui ont aujourd'hui entre 18 et 25 ans pour trouver un emploi, et pour trouver un emploi stable. On connaît le taux de chômage des jeunes qui est de 25%. On sait aussi aujourd'hui que les diplômés du supérieur, pour 30% d'entre eux, 3 ans après la fin de leur étude, n'ont pas encore trouvé de CDI. Donc c'est vrai qu'il y a une inquiétude, une crainte qui est légitime, qui s'exprime chez les jeunes sur la qualité de leur insertion dans le monde professionnel, parce que la qualité de cette insertion détermine aussi la qualité de leur vie de manière globale. C'est quand je suis bien insérée, quand j'ai un emploi stable, d'où ce besoin qui s'exprime, que je peux me projeter un peu dans l'avenir, me projeter en termes de logement, de construction d'une famille, d'enfants, etc. Le mot qu'on entend sans cesse, qui revient sans cesse, c'est ce mot de précarité. Je pense qu'il y a une véritable crainte qui exprime ce mot de précarité. Il y a une demande d'un avenir qui soit stable. Ça ne veut pas dire d'un avenir qui soit figé, ça ne veut pas dire d'un avenir qui existe
qui n'exigent pas des changements, qui n'exigent pas de la mobilité, qui n'exigent pas de l'adaptation. Mais la mobilité, l'adaptation, les changements, c'est des choses intéressantes et c'est de véritables opportunités quand ils sont voulus et pas quand ils sont subis. Et je pense que c'est ça qu'exprime cette crainte de la précarité qu'on entend aujourd'hui dans la bouche des lycéens ou dans la bouche des étudiants. La flexibilité, par exemple, ça ne leur parle pas. Ils n'en veulent pas. Je pense que la flexibilité, ça peut apparaître comme théorique quand ça apparaît comme quelque chose qui peut être subi. On a des jeunes qui sont extrêmement flexibles. On a des jeunes qui sont, depuis leur naissance, dans la génération numérique, dans la génération connectée, qui sont dans l'adaptation permanente, qui créent des applications, qui savent se servir des ordinateurs depuis qu'ils sont nés, qui n'ont pas eu besoin de ces adaptations au changement de la société, qui sont nés, qui sont une génération qui est adaptable. Mais la flexibilité en tant que telle, quand elle apparaît comme théorique, quand elle apparaît comme leur faisant courir un risque, c'est le côté flexibilité subie qu'on peut comprendre comme étant une crainte légitime. Il n'y a pas eu assez d'explications, de pédagogie sur ce texte. Manuel Valls a reconnu encore ce matin un manque d'explications. C'est ce qui explique cette défiance aussi ? Il y a peut-être une question d'explication, de nécessité d'aller plus loin dans la pédagogie, mais je pense que la vraie question que pose aujourd'hui ce mouvement des lycéens et des étudiants, c'est celle de la place et de la représentation des jeunes, disons des 18-25 ans, dans le débat public. Si on regarde ce qu'est la réalité de la représentation des jeunes dans le débat public aujourd'hui, c'est assez dramatique. Les présidents d'associations aujourd'hui, en moyenne en France, ils ont 59 ans. La moyenne d'âge des députés qui ont été élus en juin 2012, c'est 54 ans. Le phénomène s'est aggravé. Les représentants syndicaux et politiques, en moyenne, aujourd'hui, ont 56 ans. En 1982, ils avaient 45 ans. Ils ne se sentent pas intégrés à cette société parce que la société ne les représente pas. La société ne les représente pas. Il n'y a pas de figure qui pourrait représenter ces jeunes parmi les représentants politiques, parmi les représentants syndicaux, parmi les présidents d'associations. Du coup, la question qui se pose, c'est quelle est leur capacité d'influencer les décisions publiques, quelle est leur capacité d'impulser des idées nouvelles dans le débat public. Alors, on l'a dit au début, le gouvernement n'a pas forcément vu venir cette contestation des jeunes sur ce texte en particulier. Pourtant, il y a toujours eu des liens qui ont uni la gauche de la gauche avec les syndicats étudiants. Les syndicats étudiants ont des liens, les syndicats lycéens ont des liens, il y a des discussions, il y a des échanges qui sont faits. La priorité jeunesse est la priorité affichée depuis 2012 avec un certain nombre de choses qui ont été faites. Les manifestations aujourd'hui ne marquent pas une rupture du lien entre les syndicats étudiants d'une part et le gouvernement d'autre part. Ce que ça montre, c'est un besoin de plus de dialogue et sans doute d'une place plus grande des jeunes en tant que tels, avec les représentants des syndicats étudiants et des syndicats lycéens, mais des jeunes aussi de manière plus large, avec un besoin de reconnaissance, d'avoir des représentants aussi qui correspondent à ce qu'ils sont, à la manière dont ils se vivent et à leurs problématiques, à leurs angoisses, à leurs désirs, à leur vision de l'avenir. On l'a dit, ce taux de chômage qui est au plus haut chez les jeunes. En France, ce sont près d'un quart, donc des moins de 25 ans. C'est 2 fois plus qu'au Royaume-Uni, 4 fois plus même qu'en Allemagne. On va voir des illustrations concrètes avec ce reportage d'Axel Béraud et Thomas Gatti à Clermont-Ferrand. En un an, elle a envoyé plus de 50 CV et décroché un seul entretien d'embauche. Colline, 18 ans, n'a pas le temps de s'intéresser à la loi travail. Elle se focalise sur la recherche d'un emploi. Elle n'a pas le baccalauréat, a enchaîné les petits boulots et peine à convaincre un employeur. C'est très, très décourageant, quoi. Je fais beaucoup d'efforts pour rien, en fait, au final. Il faut avoir de l'expérience pour trouver un patron, mais pour avoir de l'expérience, il faut déjà commencer. Donc en fait, c'est une boucle infernale au final. Alors pour l'aider dans ses démarches, elle a fait appel à la mission locale. On est en contact direct avec des employeurs qui recrutent en alternance. La personne est formée à un métier et elle acquiert des compétences. Dans le Puy-de-Dôme, 15% des demandeurs d'emploi ont moins de 25 ans. Pour aider ces jeunes, le département mise sur la garantie jeune, un dispositif d'accompagnement accessible aux 16-25 ans, dont le quotient familial est inférieur à 450 € par mois. Yacine, 21 ans, a pu en bénéficier. Tu es accompagné, tu n'es pas tout seul. Et grâce à la garantie jeune, on peut dire qu'ils m'ont aidé à compléter mon CV, ma lettre de motivation. Ils m'ont expliqué comment il faut se présenter, comment il faut savoir se vendre en gros. Aujourd'hui, Yacine est apprenti dans la plomberie. La moitié du temps, il apprend à l'école. L'autre, il travaille dans cette société de 13 salariés pour 900 € par mois.
Ce patron lui a fait confiance. Il voit dans la garantie jeune une possible solution au chômage. L'avantage de Yacine, c'est qu'il est passé d'un statut sans formation et demandeur d'emploi à un statut de formé et demain d'embaucher, parce qu'avec la formation qui va suivre, il trouvera du travail. L'an dernier, près de 400 jeunes du département ont bénéficié de cette garantie. À la sortie, plus de la moitié ont décroché un emploi ou une formation. Agathe Cagé, ce qui est étonnant, c'est que François Hollande avait fait de la jeunesse sa priorité lors de sa campagne pour ce quinquennat. Avec la garantie jeune qu'on vient de voir illustrée dans le reportage, on voit qu'il y a un certain nombre de mesures spécifiques qui sont faites pour permettre aux jeunes de dépasser le cap difficile de l'entrée dans la vie professionnelle. Mais moi, ce que je retiens surtout de ce reportage, c'est cette notion de confiance. C'est-à-dire ce besoin pour que les jeunes puissent s'insérer dans la société, qu'ils soient diplômés ou qu'ils soient sans diplôme, qu'il y ait une confiance qui se crée. Qu'on se dise, c'est pas parce que la personne que j'ai en face de moi a enchaîné des petites expériences et a pas une expérience longue dans une entreprise qu'elle ne vaut pas le coup d'un investissement sur elle, qu'il ne faut pas lui faire confiance, qu'il ne faut pas faire le pari et qu'on ne peut pas se dire « viens, on va avancer ensemble ». Et ce besoin de confiance est essentiel. Et il y a également ce besoin d'avoir en face de soi une expression de confiance qui s'exprime chez les étudiants et qui s'exprime chez les lycéens. Ils savent, eux, ce dont ils sont capables. Et ils ont envie qu'on leur laisse faire leurs preuves et qu'on leur laisse faire leurs preuves assez rapidement, pas en leur demandant d'enchaîner 2, 3, 4, 5 stages avant de considérer qu'ils sont employables et qu'ils sont des salariés de qualité potentiellement. On a beaucoup parlé des manifestations contre le CPE il y a 10 ans. Est-ce qu'on pourrait aussi reparler de similitudes avec un éventuel mai 68 ? Je pense qu'on est quand même loin de l'esprit et de l'ambiance de mai 68, parce que dans l'esprit et dans l'ambiance de mai 1968, il y avait véritablement une contestation de la chape de plomb qui pesait sur la société, des relations d'autorité qui existaient alors, et les mouvements étaient des mouvements de contestation multiples, de contestation de la relation au chef d'entreprise, de la contestation de l'autorité parentale, de contestation de l'autorité de l'État. Là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus centré sur un seul sujet. Donc, je pense qu'on est loin de mai 1968 et on est aussi loin de mai 1968 parce que dans la contestation de mai 1968, c'est une contestation qui était porteuse d'espoir d'un avenir meilleur. Alors là, aujourd'hui, c'est l'inverse en fait. C'est l'avenir qui leur paraît si sombre et c'est pour ça qu'ils descendent dans la rue. C'est l'avenir qui leur paraît sombre, c'est une mobilisation contre un avenir qui pourrait être encore plus sombre. Ce n'est pas une mobilisation pour un avenir plus radieux, c'est une mobilisation de crainte face à un avenir qui a l'air de s'assombrir. Et c'est là la véritable différence d'esprit, à mon sens, entre la situation actuelle et la situation de mai 1968. Merci en tout cas pour cet éclairage. Agathe Cagé, présidente du think tank Cartes sur table. Le 14-16 continue dans quelques instants. Le rappel de l'actualité à 14h30 sur LCI.